Alors, voilà, soyez tous bienvenus. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà connectés. Jeanne, voilà, je suis content, ravi. On va Mel, Arthur, Olga, voilà, Bernard, Pierre-Yves, Andrea. Voilà, écoutez, l'équipe, vraiment. I apologize because essentially the session will be in French for those that are non-French speakers. Mais à le même temps, les slides, si je ne me trompe pas, Jeanne, après tu me diras, mais sont en anglais. So anyway, I know that there are a few people here that are just joining. By the way, Andrea, welcome. Thank you for being there. And so anyway, we'll try to switch in between French and English. Je pense que la plupart des gens qui sont connectés là, vous êtes très bien dans la langue de Molière comme celle de Shakespeare. Et là, on va essayer de jongler, Jeanne et moi, entre les deux langues. We are going to switch potentially back and forth in between English and French, knowing that these are not our mother languages. And anyway, so we'll try to do our best, dear colleagues. As a matter of fact, let me just introduce you right away because you are right on time. It's 1 minute after 5. And as a good supply chainers that we are all, let's just make sure that we start on time. Listen, guys, welcome. Welcome to Talk Supply Chain. It's a webinar that the school and I have been organizing since potentially a small year, a petite année. Voilà, on a organisé ce qu'on appelle le Talk SCM. It is a time for sharing practices, sharing experiences. C'est un moment de partage, aussi simple que ça. Entre the practitioners, between practitioners. I mean, the idea is to, through a subject, of course, I mean, the people that I invite are people that are either friends, colleagues, people that I cross in networking. So, the idea, l'idée d'aujourd'hui, c'est tout simplement un moment de partage. Alors, il y a des petites règles à respecter. La première, vous êtes tous bienvenus. Et toutes les questions sont bonnes. Alors voilà, c'est un moment d'échange, d'interactivité. So be our guest. You are welcome to pose the question in any language. I have installed an AI prompt that can detect all the languages of this forum. So try me best. So you can speak in any language and I'll try to figure out what question you are posing. So, by the way, guys, I mean, all the questions are welcome. The idea is to share. Alors, il y a un petit ballon en bas à droite. Je vois que tout le monde est déjà, c'est bien lancé là-dedans. Excellent. So, good evening, everyone. So, you have that space for the chat to pose all the questions. And again, what I will try to do, John will be concentrated in your thing, in his thing. I'll try to figure out if there are questions and then bring it up to him. To avoid interrupting too much. But essentially, that's the point of exchanging tonight, sharing practices, partage, surtout de partage. Alors, toutes les questions sont bienvenues. Alors, je présente à Jean. Jean, un gros merci d'être là. Jean, il va se présenter lui-même. He is going to be introducing himself, but he's an expert. The company is Relex, but besides presenting the company, we are agnostic about any solution, any product, any kind of software, etc. But yes, it happens that Relex is working in few things that I found it very interesting. And Jean is one of our teachers. Il est un de nos intervenants, Jean. Et de cette manière, il va partager sur un sujet que pour moi reste encore, après 34 ans, des années d'expérience, j'ai encore du mal à prédire ce qui n'est pas prédictable, si on peut traduire en bon français. So predict the unpredictable. So everything that is demand management, forecasting. So anyway, we're going to be teasing you, by the way, with an exercise. It's going to be bloody interactive. Il va être très, très actif la séance de ce soir. Alors, Jean, il va vous provoquer avec une petite question, avec une matrice 2D. Vous allez avoir tout de suite un 2D matrix with a question. So anyway, fasten your seatbelt. So, Jan, welcome again. Thank you for being there. By the way, vous voyez là le QR. Si vous voulez connecter avec Jeanne, il sera à la fin encore.
mais tout simplement flasher le code dans votre ordi et c'est son profil LinkedIn. Et voilà, c'est l'idée du réseautage et du networking. Voilà, the idea is to network guys as well. So anyway, welcome again. So anyway, one, you pose all the questions anytime. Everything is on real time. And second, you can flash Mr. Jan if you want to connect with him. It will be his pleasure. So Jan, the floor is yours. Talk to us about predicting the unpredictable. Prédire l'impossible. Voilà. Bon, bah, merci pour l'introduction. Du coup, je vais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Jean. Je suis consultant en supply chain pour une entreprise qui s'appelle Rilex, qui est une entreprise du coup qui vend du logiciel. Et j'aide du coup plutôt sur la partie vente à répondre aux besoins des clients avec notre solution. Aujourd'hui, la présentation que je vais donner, elle va surtout toucher ce que vient d'expliquer Raphaël. Comment est-ce qu'on fait pour prédire l'imprévisible et comment on fait pour construire une supply chain suffisamment résiliente pour y réagir. Donc, dans un premier temps, je vais commencer par faire une introduction sur la situation actuelle et pourquoi est-ce que la supply chain subit plein de problèmes aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter une méthode assez high level et puis je vais aller dans les différentes étapes de la méthode pour vous montrer quelques solutions pour pouvoir du coup créer son propre système de supply chain résiliente. Et à la fin, on va avoir un talk avec Raphaël pour répondre à des questions additionnelles, des questions que vous aurez mis dans le chat. Voilà. Raphaël, do you want me to do it in English or should I move forward? Well, I mean, I presume just kick it off, but I think you talk to subjects that are critical for everyone here in this forum. One, essentially resiliency and how to reduce that exposure to risk. And then again, one more time, I mean, how can we, talk about forecasting when the war is a VUCA war? You know, everything is so bloody volatile, unpredictable, complex, and ambiguity. So anyway, welcome to VUCA. So let's see if we have a solution, my friends. Go for it, man. All right. Okay, so a little bit of slides for the background. So let's start with a little meme here. It's like, yeah, we are still Monday morning and we are already out of stock. So how is that possible? How is that happening? Comment ça se fait que dès lundi matin, on est déjà en rupture de stock? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Parce que ça, c'est une situation que beaucoup d'entreprises rencontrent. Et en fait, en créant une meilleure supply chain et en approvisionnant mieux les produits, on peut éviter de faire ça. Aujourd'hui, on a une supply chain qui est très complexe et il y a énormément d'événements qui viennent l'impacter. Là, je vous ai mis en gros plan une photo de la nouvelle pub pour le flacon Dior J'adore. Et j'ai mis à côté le fait qu'en fait, Rihanna, elle a beaucoup de followers, c'est quelqu'un de très connu, c'est un people très connu. Et en fait, dans les 12 derniers mois, 94% des entreprises sentent qu'elles ont été impactées par des changements de vente qui ont été impactés par des réseaux sociaux ou des pubs marketing. Donc, c'est énorme. En fait, tout le monde est sensible à des impacts extérieurs et ces impacts extérieurs, ils sont parfois prévisibles. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec la pub de Dior. Et parfois, ils vont être imprévisibles. Par exemple, si Rihanna, il y a 3-4 ans, elle avait décidé de mettre du rouge à lèvres vert sur Instagram pour se maquiller. Et ça, c'était complètement imprévisible et ça a complètement bouleversé la supply chain. Ça, c'est des exemples de bouleversements qui sont liés plutôt à la demande client, à ce qu'on va vendre en magasin, ce qu'on va vendre sur e-commerce. Mais il y a aussi des bouleversements qui peuvent arriver sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que on était en train d'approvisionner des produits dans notre propre supply chain et en fait, on a eu des problèmes. On a par exemple, comme sur l'image ici, un bateau qui s'est mis en travers d'un canal et en fait qui empêche de passer les autres bateaux et qui du coup reste bloqué. Donc il y a aussi à la fois une partie demande que j'ai montré avant et il y a aussi une partie supply, une partie acheminement des produits. Aujourd'hui, on a des supply chains qui sont globales, par exemple avec des fabrications qui sont faites en Asie et des produits qui sont vendus en Europe ou aux US. Et ces produits, il faut les acheminer et il faut sécuriser ces acheminements. Comme l'a dit Raphaël, on vit dans un monde qu'on appelle en fait VUCA World. VUCA, c'est un acronyme qui tient pour 4 grandes lettres et 4 grands thèmes. D'un côté, on a un monde qui est volatile. C'est le cas, par exemple, pour les
producteurs de voitures qui voient énormément de volatilité qui augmente et qui en voient pour le futur dans les 5 prochaines années. On a un monde qui est incertain. Le U, c'est uncertainty en anglais, mais c'est un I en français, du coup. En fait, on est dans un monde où le changement est possible, mais il n'est pas acquis. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez donner un sac demain à Taylor Swift. Elle va faire un concert devant des millions de personnes. Et vous pensez que ça va booster les ventes de votre sac? Et pas forcément. Mais peut-être que si, peut-être que non. En fait, c'est incertain, on ne sait pas. Ensuite, la supply chain, elle est complexe. Il y a énormément d'éléments qui doivent communiquer ensemble et être synchronisés. C'est l'image ici de la voiture, où quand on assemble une voiture, c'est dommage s'il nous manque la batterie ou le moteur. Donc, c'est hyper important d'avoir toutes les pièces qui arrivent exactement au même moment. Et on est sur un monde aussi qui reste ambigu, c'est-à-dire que les effets d'un maillon de la supply chain à l'autre sont pas toujours immédiats. Raphaël, do you want me to explain this in English? I think it's important. Well, what I will suggest then, because I'm looking at the chat and people are saying, hey, it's fine in English, in French, sorry. So it seems that people are understanding, but guys, I mean, be humble. I mean, don't worry. I mean, if you need more explanation, but here is bloody clear. I mean, VUCA is here to stay. And if you look at everything that is happening around us and more in supply chain jobs and activities is, I mean, an example can be just 1 out of a million. By the way, you talk about the car example and the engine. Well, probably now with the batteries, or a couple of years ago, or 3 years ago with the microprocessors, I think people on the call knows what the shortages means and how complex supply chains are becoming. By the way, just for curiosity, I just was talking today with someone and we're talking about slowbalization, no globalization, because everything is getting slower. Since now it's you are my friend, you are not my friend. So anyway, supply chain is bloody complex as never been, probably in generations. So anyway, keep going. But I think, again, for those English speakers on the call, on the webinar, just stop anytime and say, hey, Rafael, I don't get I mean, I don't understand what Jan is telling. Will be a pleasure to translate in real time, okay? Yeah, and just to rebondir on what you just said, Rafael, microprocessors is still in the actuality, still an actual topic, current topic now, because now you need, the microprocessor that is only 3 nanometers, and only TSMC can actually make those microprocessors like without having a huge yield, donc beaucoup de rebut dans la production. So Samsung is losing a lot of market share actually because of that. So the supply chain is still very complex. You have orders for Samsung, you don't know when they are going to fulfill them. You don't have your microprocessor to build your car, to build your phone, to build your whatever. And it creates disruption in the supply chain. Then you cannot deliver your goods and you cannot get money. So supply chain is super, super critical. This is just a zoom on the topic of ambiguity, because here what I'm showing in this picture is store sales on the top, on red. Then you have the expeditions from the warehouse, and then you have the expeditions from the manufacturer. And as you can see, when you have a spike in demand in the stores, you don't always have a spike in demand in the warehouse or in the manufacturing plant, because there is a lot of safety stock, distribution, complexity of ordering that makes a missing alignment between the different layers of the supply chain. And this is super critical now, because this is exactly the example of a supply chain that cannot react really fast. Je ne sais pas si le schéma il est hyper clair, mais en fait, en gros, on a une désynchronisation entre les pics. Un pic rouge ne veut pas toujours donner un pic bleu ni un pic noir. Which is a little bit, the principle of the bullwhip effect. I mean, discovered in the 60s, but it's still present. What you are showing, I mean, a lot of people are investing in buffer stocks and DDMRT, and we're investigating on that as well in the school. But indeed, essentially, I mean, the bullwhip is not like
like a bullwhip itself is a kind of distorted bullwhip. So it's a kind of amorphous bullwhip. And this is a new phenomenon, by the way, and it's happening as we speak. So anyway, keep going, man. All right. So what can we do against that? So what we see in the market right now is that winners, so companies that are gaining market shares on their own markets, invest for the long run. Donc les compagnies leaders investissent dans leur transformation digitale, dans leur transformation de la supply chain pour créer une supply chain plus résiliente et pouvoir justement gagner des parts de marché. Autrefois, il faut vraiment comprendre que la supply chain c'était vu comme un centre de coûts et grosso modo, c'était pas très complexe, c'était plutôt facile d'acheminer les produits. Et aujourd'hui, en fait, avec toutes les disruptions, toutes les différentes façons en fait de toucher les clients, les consommateurs et tout ce qui peut arriver, en fait, la supply chain se complexifie et ça devient vraiment un driver de la stratégie commerciale des entreprises sur laquelle il faut s'appuyer. Et par exemple, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le fashion. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de fashion qui ont encore du mal à pouvoir gérer beaucoup de granularité pour beaucoup de produits dans différents magasins parce qu'il y a une volumétrie énorme qu'autrefois les systèmes ne pouvaient pas assumer. Aujourd'hui, on commence à aller vers des systèmes qui peuvent les assumer. Et en fait, ça permet de remonter l'ensemble de la supply chain et de réduire les coûts en fait sur les différents maillons. Ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être fait avant et qui maintenant peut être fait. Et on voit en fait que les entreprises qui font des investissements sur ces éléments gagnent en fait des parts de marché et deviennent plus grosses et grandissent bien. Jean, Bernard is asking, he's posing a question that the difficulty is to essentially forecast the needs of customers. And this is why it's so bloody complex and difficult to have the right product at the right place at the right time. So, but again, Bernard, we're going towards that. This is a kind of introduction. No, but we're giving you, exactly. Go ahead, Jan, please. It is good what Bernard is saying because that's just my next slides. So thank you, Bernard, for the transition. What I was saying was just to conclude on that part is that uncertainty is the only thing that is sure for the future. So we have to cope with that, we have to accept that, and we have to move forward with that and try to beat that. L'incertitude est la seule chose la plus sûre concernant l'avenir. Voilà. Donc là, c'était pour vous expliquer un peu la situation qu'on voit actuellement. Et maintenant, je vais vous proposer une méthode, un modèle qui vous permet en fait de répondre plus efficacement dans votre supply chain, donc de construire un modèle de supply chain performante. Donc pour ça, j'ai mis 4 étapes. Il y a une première étape qui est détecter. La première chose, c'est je dois savoir ce que je dois regarder. Qu'est-ce qui est pertinent pour moi? Qu'est-ce qui est pertinent pour mon business? Je vends des parfums. Est-ce que c'est pertinent que je regarde les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pertinent que je regarde les promotions que je fais? Donc ça, c'est les questions auxquelles on va essayer de répondre sur la première partie. Dans la deuxième partie, une fois qu'on a détecté ce qu'on souhaite détecter, on va essayer d'évaluer les impacts. Est-ce que faire une promotion, ça me fait vraiment gagner de l'argent ou est-ce que ça m'en fait perdre? Après ça, on va décider d'une action. Donc, on va agir. Donc, je vais expliquer ce qu'on peut faire en termes d'action pure. Et ensuite, il y a une quatrième étape qui est souvent un peu balayée de la main et qu'on oublie un petit peu, c'est s'améliorer. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour faire mieux la prochaine fois. La prochaine fois, on va relancer une campagne de pub. On va peut-être pas prendre Rihanna, on va peut-être prendre quelqu'un d'autre. Et on aimerait pouvoir à l'avance connaître les effets de ces changements. Et enfin, à la fin, on va aller sur une conclusion où je vais poser des questions un peu plus ouvertes et on pourra en discuter avec vous et avec toi, Raphaël. Should I do that in English very quickly? No, I think it's clear. Detect, evaluate impact, act. It's like PDCA or DMAC in lean management, right? So, yeah. And how to improve, which is Kaizen, right? I mean, continuous improvement. So this is a kind of cycle. But at the end, what you're saying is that we will talk openly, and then the question, I hope, will flow. But then we keep going, and let's enter in the cheese. Give us, the beef now. Okay, let's go. So detecting, how do we detect? What should we look for? So we will look, so here's the overview of the supply chain. So on the right-hand side, you have the demand from the customers or from the e-commerce or the different sales channel. In the middle, then you have the distribution, and then you have the manufacturing part where you produce the good,
où est-ce que vous faites la fabrication et où est-ce que vous parlez avec vos fournisseurs de matières premières. Il peut y avoir des disruptions, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, dans toute la chaîne. Il peut y avoir des disruptions au niveau de la demande, mais il peut y avoir aussi des disruptions au niveau de la supply, donc des contraintes parallèles, des contraintes qui se chevauchent, une supply chain imprévisible, un bateau qui démarre pas, et de la prise de décision silotée. J'ai un manager qui veut que je mette plus de stock à disposition pour mon web, et d'un autre côté, j'ai des stores qui tirent beaucoup de demandes clients. Qu'est-ce que je fais? Comment je prends mes décisions? Donc voilà, donc on a un peu un genre de Capharnaüm. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais faire un petit peu de demand et faire un petit peu de supply. Je vais vous parler des deux éléments. Mais d'abord, on va faire un jeu. Donc, vous voyez le parfum qui est au milieu de l'écran. Donc, c'est un parfum de luxe. Et en fait, vous êtes demand planner. Donc, le demand planner, c'est une personne dans l'entreprise qui a pour fonction de planifier la demande future. Et cette demande future, elle dépend de différents facteurs qui peuvent avoir des impacts différents et qui peuvent être plus ou moins faciles à prendre en compte dans un modèle. C'est-à-dire que c'est des données qui sont plus ou moins faciles à capter, à modéliser et à quantifier. Donc là, je vais vous laisser réfléchir 1 minute et je vais vous demander en fait de positionner sur le graphe qui est à gauche, qui montre en ordonnée le fort impact et en abscisse la facilité à prendre en compte. Donc plus c'est à droite, plus c'est facile. Et plus c'est haut, plus l'impact, vous pensez qu'il est fort sur les ventes de parfums. Et le petit exercice, c'est de se dire, bah, entre la météo, donc mon 1, mon Instagram en 2, mes promotions en 3 et la réception du salaire en 4, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur ma demande, à votre avis, et qu'est-ce qui est le plus facile à prendre en compte? Donc je vous laisse réfléchir 1 minute. Et je vous laisse peut-être répondre un petit peu dans le chat et on va voir qui a la bonne réponse du positionnement. Sachant que je suis tout à fait ouvert à la discussion si vous voulez challenger aussi ma réponse, puisque je ne pense pas avoir la science infuse. Alors, just to recap, bravo. I think Bernard is starting to shoot some, so 2A, 1B, 4C, 3D. Let's say Pierre-Yves, Alexandre, Morvan, 2, 1, 3, 4. But again, remember, you need to couple the letters and the numbers. I mean, where will you put, what is the influencing factor? C'est quoi le facteur d'influence? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est l'Instagram? C'est la promo? Ou simplement le salaire qui arrive à la fin de mois qui précipite, voilà, s'il y a un fort impact ou la facilité de prendre en compte. Voilà, c'est quoi les facteurs les plus influents pour vendre le petit parfum qui est au milieu de la page. Voilà. To sell that perfume that is in the middle of the page, what do you think are the most important aspects? The weather, Instagram, discounts, or just at the end of the month when you receive your salary? What influence your purchase? What has a highest impact? And what is, let's say, the easiness to consider in your decision? 2A, 1B, 4C, 3D. Yeah, I think 2A, 3C, 4B, 1D. Yeah, we got Guylaine, Alexandre, we have Lucas. Wow, rock and roll. We have supply chainers, dear Jan, in the call. I think I wasn't, yeah, that's a scary, man. We need to, we need to be careful. We need to be careful with the answers now because it's going to be problematic, man. So, hey, what Lucas is writing, so let's wait for Lucas. Yeah. Andrea is also writing. So, come on, guys, it's a game. I think a lot of people nailed the 2A. Fort impact et facilité à prendre en compte pour Instagram. Then correct. I mean 2A, correct. Let's start there. 2A, I think 2A, 3D. Andrea, il a presque bon. Andrea, il a dit 2A, 3B. Shit, Andreas, congratulations, man. The winner ticket. Et à la fin, par contre, il a inversé. Bah, je vais montrer la réponse, Raphaël. Allez hop, excellent. Tu as des smileys. Ah, ça fait vraiment plaisir. Allez hop, et voilà. Right. Donc la réponse, c'était A2, B3, C1, D4. Je vais juste expliquer un petit peu en détail. Donc A2, vous étiez nombreux à l'avoir trouvé.
Instagram, ça peut avoir vraiment beaucoup d'effets aujourd'hui, surtout pour les boîtes qui ont beaucoup de e-commerce. Et par contre, la facilité de le prendre en compte, c'est assez délicat. Pourquoi? Parce que c'est de la réaction à des images, c'est du nombre de personnes qui a été touchées par un post, c'est des datas qui ne sont pas forcément facilement extractables. Les promotions, par contre, ça a effectivement un fort impact, mais c'est plutôt facile en fait de les prendre en compte. Une promotion, en fait, c'est un objet que vous pouvez dire, c'est un objet informatique que vous pouvez classifier, qui a par exemple un discount, un lieu sur lequel il y a eu un effet, donc par exemple un pool de magasins, les magasins de Paris 8e, par exemple, dans le cas de notre parfum de luxe. Et c'est quelque chose qu'on peut revisualiser dans le temps et qu'on peut effectuer sur différents produits. Donc en fait, on a une base de données finalement sur les promotions, quand on est une entreprise assez grande, qui est souvent assez forte et assez fine. Et en fait, on peut avoir des modèles qui apprennent des promotions passées, qui comprennent combien on a vendu en plus, pour pouvoir se dire, bah voilà, maintenant, dans le futur, je vais avoir une promotion, soit du même pourcentage, soit un peu moins, soit un peu plus, et je vais pouvoir apprendre de mon passé pour générer mes futures ventes. Donc les promotions, ça a quand même un fort impact sur ce genre de produit. La réception du salaire. La réception du salaire, c'est facile à prendre en compte, puisqu'on sait quand le salaire tombe, il tombe quasiment au même moment chaque mois. Il y a aussi la réception des allocations familiales, par exemple, en grande distribution, qui là, pour le coup, a un très fort impact. Et en fait, c'est des éléments qui arrivent tous les mois, donc qui sont très prévisibles et dont on peut facilement visualiser les effets mois par mois. Et ensuite, la météo. Et la météo, quand on vend des parfums, ça joue pas trop. La météo, ça joue beaucoup si vous vendez des salades, par exemple. On remarque, par exemple, que quand il y a des pics de chaleur en été, l'augmentation des ventes des salades est énorme. Et par contre, pour le cas de parfums, en fait, la météo, ça va surtout influer sur le fait que les gens vont pas forcément sortir pour aller au magasin, mais c'est quand même un effet qui est très, très, très minime par rapport aux produits qu'on vend. Donc, en fait, la map que je montre ici, elle est valable dans une certaine mesure pour le parfum que je vous montre. Mais pour les salades, par exemple, on aurait la météo qui serait beaucoup plus haut que la pub Instagram. Donc ça varie. Et en fait, quand vous avez du business, vous avez le besoin d'avoir un système qui est auto-apprenant sur ces événements. Vous avez besoin en fait d'avoir un système qui comprend dans le passé que la météo avait un impact plus faible que la pub sur Instagram. Et donc ça, c'est ce qui est possible avec les systèmes un peu d'aujourd'hui et de nouvelle génération qui utilisent le machine learning. Ok. Je passe à la suite. Vous m'entendez? It's clear. It's clear. It's just that I think I'm trying to catch up on the questions, but it's clear. Ah, I mean, les prévisions météo changent beaucoup et c'est imprévisible. Voilà, effectivement. There is a degree of certainty there because, I mean, weather forecast, it's quite, better in short terms, like 1 day, 2 days, and so forth. But essentially, if you are launching a great promotion and launching a new product, yes, I mean, weather is essentially not the best way to forecast. Tu travailles pas sur les mêmes horizons. La météo, c'est pas sur les 7 prochains jours, mais quand tu fais la grosse promotion avec Rihanna qui va te coûter des millions, tu es à 3-4 mois minimum à l'avance, voire parfois à 1 an. Donc, c'est pas les mêmes degrés de granularité. Ok, donc ça, c'était pour la partie demand. Maintenant, j'ai un autre jeu. Peut-être que vous allez mieux y arriver dans ces cas-là. Cette fois-ci, on est sur la partie supply. Donc, on a les différents maillons de la supply chain. Et on a 4 éléments. On a les grèves, le coronavirus, on a un retard de produits et on a une défaillance d'un fournisseur clé, genre on n'a plus que TSMC qui peut nous livrer des microcontrôleurs. Donc là, on est dans la situation où on est en train de parler d'un pot d'échappement. Donc, pour quelqu'un qui vend des pièces détachées pour les voitures, quels vont être les événements qui vont avoir le plus fort impact et qui vont être faciles à suivre dans la durée? Je relaisse une minute, Raphaël. Quand vous répondez... Here's the same. Yeah, correct. Here's the same exercise. The article, the component, is an exhaust system that you will see on the center, on the top. And then essentially you have strikes.
pandemic, C19, delays in transport, or just a shortage from your supplier, like, for instance, TSMC for microprocessor chips. But that's just an example. Exactement, un pot d'échappement, effectivement. Voilà, effectivement, Arthur, effectivement. Donc, Voilà. vous distribuez des pots d'échappement. Qu'est-ce qui va le plus disrupter votre supply chain parmi les différents événements qui sont à l'écran? Same trick. I mean, you need to combine letters and numbers. I mean, where do you think it's high impact and easy to follow? Deux A, un B, Okay. 4B. 2A, un B. Oh, we got. Ah, Lucas, tu y es presque. Allez, encore 10 secondes et puis. I think Ruka is rectifying, and I think he's nailing it. So Amel as well. Oh, thank you for your proactiveness and proactive participation, dear colleagues. That's a real pleasure. Essentially, the idea is that exchanging a little bit, ventilating, breathing. It's a day after the job, hour after the job. So anyway, wow. Okay, let's see, Andrea. 1D, 2A, 3B, 4C. Ho. We got competition here, guys. Okay, guys. So here's the solution. En fait, j'ai vu qu'au niveau du Covid et de la défaillance des fournisseurs, il y avait un petit peu un match. En fait, le Covid, c'est pas forcément facile à avoir comme suivi. Je sais pas si vous vous rappelez, en 2020, il y a un moment donné où on se disait, par exemple, que le Covid, ça allait pas passer la barrière de l'Europe. On se disait, oh, mais ça va rester en Chine, puis on laissait les avions atterrir. Puis finalement, ça s'est aussi passé chez nous. Donc en fait, comme ça a commencé en Chine, on commençait à se dire, bon, ma production en Chine, elle est en stand-by. Du coup, les gens commençaient à faire des plans et se disaient, je vais relocaliser en Europe. Sauf que les avions arrivaient, et puis en Europe, on a aussi eu du Covid, et finalement, ça a touché tout le monde. Donc en fait, le suivi, il n'est pas si facile parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le Covid. C'est pour ça qu'il est placé là. Sur la partie défaillance des fournisseurs clés, là, c'est notre sujet de TSMC et de Samsung. Là, clairement, c'est assez facile en fait de suivre la défaillance de ton fournisseur à partir du moment où il est plutôt transparent. Donc lui, il va te dire oui, ma production a repris depuis 1 ou 2 jours, je suis de nouveau capable d'assumer ma capacité. Au contraire, il va te dire en temps réel, non, c'est plus possible. Donc le suivi, il est facile, mais comme c'est tout le fournisseur, si c'est un fournisseur clé qui t'impacte, l'impact, il est super fort. Ensuite, sur le camion, un camion qui est en retard, ça a un impact, mais ça n'a pas un fort impact. C'est facile de le suivre. Aujourd'hui, on a des traceurs sur tous les éléments de la supply chain. Et puis ensuite, on a des grèves. Les grèves, ça a un impact moyennement fort. Ça dépend en fait de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Et le suivi, il est pas si facile. Parfois, il peut être un petit peu imprévisible. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en bas à gauche. J'admets, sur la grève, c'est un petit peu discutable. Donc voilà, donc là c'était juste un exemple pour vous montrer un petit peu les différents types de sujets qu'on peut détecter dans la supply chain, à la fois sur la partie demande et à la fois sur la partie supply et approvisionnement. Maintenant qu'on a détecté tout ça, on va évaluer combien en fait ça nous coûte ces retards, combien ça me coûte le coronavirus, combien ça me coûte la défaillance de mon fournisseur et combien ça me coûte en fait de faire ma promotion. Donc là j'ai juste un exemple ici où en fait, je vous montre 2 graphes en bas à gauche. Dans ces 2 graphes, on voit quoi? On voit une courbe en bleu qui est ma demand. Donc là, ma demand, c'est ce que je perçois, c'est-à-dire combien je vais vendre, par exemple, pour l'ensemble de mes magasins. Ensuite, on a une capacité qui est ma capacité à fournir mes produits. Donc en fait, j'ai un certain niveau, j'ai un certain nombre de camions de livraison, par exemple, ou alors j'ai un certain nombre de places d'entrepôt, ou j'ai un certain nombre de places sur mes lignes de production. Et donc, en fait, je ne peux pas fournir au-delà de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 situations. Une situation à gauche où on a une demande qui reste plutôt faible et qui reste donc sous la capacité. Et on a une situation où on a beaucoup plus de demandes. Donc, on a potentiellement lancé une promotion. On a l'impression que cette promotion va bien fonctionner. Et on se dit,
bah, comment est-ce que je vais faire pour adapter ma supply chain et est-ce que finalement ça vaut le coup d'adapter ma supply chain? Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut avoir, c'est plutôt ce qu'on appelle un cost-driven mindset, donc c'est-à-dire être orienté chiffres, c'est-à-dire combien je mets sur la table et combien ça va me rapporter, un petit peu des idées de ROI. Et c'est ce qu'on peut voir sur la partie haute de l'écran, où en fait, dans mon premier scénario, mon scénario jaune à gauche, j'ai un revenu de 78 000 avec une marge de 3 900 et un coût d'inventaire de 31 000. Et dans l'autre, j'ai un revenu plus élevé, forcément, puisque je m'attends à vendre plus, mais ma marge, en fait, elle diminue et mes niveaux d'inventaire, ils sont aussi plus élevés. Donc, en fait, là, on a deux scénarios. On en a un où on vendrait plus, mais on a besoin de produire plus et d'avoir plus de stock. Et dans l'autre, on se dit, bon, bah, on va produire moins et on va toujours rester dans nos niveaux corrects, mais est-ce que ça nous rapporte suffisamment d'argent par rapport à cette promotion? Et donc, le travail, en fait, aujourd'hui, en supply chain, qui apporte le plus de valeur, c'est un travail humain d'analyse de ces situations-là. C'est un travail de poser le pour et le contre, de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai mon système qui me ressort toutes mes datas et qui me dit, voilà combien tu gagnes à cette promotion, voilà combien tu perds, quel est le trade-off? Et moi, en tant que professionnel de la supply chain, je suis là pour me dire, c'est bien de faire le scénario 1 ou c'est bien de faire le scénario 2. Et ça, c'est toutes les questions que se posent tous les jours tous les distributeurs. C'est vrai, Jean, que comme tu l'as dit au départ, si on fait ça, désolé pour la caricaturisation, mais si on fait dans des petits Excel où on ne se prend pas de manière, je dirais, pas sérieuse, mais effectivement systématique, qui soit répétitif, comme par exemple le Sales and Operations Planning ou l'IBP, où on a des séquences, je dirais, hebdomadaires de révision de la demande, de révision de l'offre, le pre-SIOP et après le SIOP. Après, effectivement, ça peut être un petit peu difficile à prendre des décisions. Voilà, il ne faut pas sous-estimer. Qu'est-ce qui nous montre ici, Jeanne? C'est backupé, comme on dit, voilà, supporté par des tonnes d'informations que l'entreprise doit avoir dans des tableaux de bord ou des centres d'intelligence collectés. Ouais. Partir en crusade et décider est-ce que j'ai besoin de faire un tel ou postpondre une telle promotion. Par exemple, on part toujours d'une promotion dans le cas des produits de consommation massive comme celle de parfum que l'on est en train de parler ce soir. Alors voilà, n'hésite pas de réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, on vous présente un truc avec une page et l'analyse est fait. Oui, sauf que effectivement, la matière grise, elle est derrière, mais c'est plutôt digital. Voilà. On ne peut pas rester dans les lauriers que l'Excel il va pouvoir nous aider en temps réel. Alors, faisons attention là-dedans. Je ne veux pas faire une promo à Relex ou à Relax ou à qui que ce soit. Je l'ai dit déjà, on est agnostique. Mais aujourd'hui, la supply chain sont des outillages digitales et l'AIA. J'insiste, l'AIA. Je pense qu'on ne couvre pas tous les fronts que moi, par exemple, dans ma carrière, j'avais toujours des places ouvertes. Il y avait toujours des zones blanches. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité humaine et intellectuelle, non plus avec un ORP, que c'était plutôt dans les années 2000, fin 90, qu'on pouvait effectivement exercer un pouvoir de décision. Voilà. Simplement que maintenant, la digitalisation est venue pour rester. Voilà. Exactement. Donc voilà, donc là, on prend notre décision et après, on agit. Et du coup, maintenant, je vais vous donner juste un peu d'exemples de ce qu'on peut faire pour agir. Donc là, on a vu typiquement que on avait une augmentation des ventes dans notre magasin. Donc par exemple, mon magasin des Champs-Élysées, il est beaucoup touché par la promotion avec Rihanna et mon parfum se vend super bien. Et là, je vous propose une liste de solutions pour pouvoir justement pallier à ce problème. Et en fait, plus ma rupture est grosse et plus je m'attends à avoir une rupture dans le futur, plus je vais être en haut à droite de mon graphe, donc un impact fort et un horizon de planning lointain. Et plus mon problème il est réduit, plus je vais être en bas à gauche. Je vais vous décliner un peu tout ça. Par exemple, s'il me manque seulement 2 ou 3 pièces dans mon magasin, ce que je peux faire, c'est que je peux faire rebondir une commande e-commerce vers mon magasin. C'est-à-dire que je peux avoir une commande qui passait par le e-commerce et au lieu de la fournir par mon magasin qui est en rupture, la fournir par un autre magasin. Par exemple, mon magasin du 16e arrondissement. Donc comme ça,
j'honore ma commande, mais juste, je la fais rebondir. Elle ne va pas être remplie dans mon magasin du 8e, mais dans mon magasin du 16e. Une autre solution, c'est le changement d'allocation de stock. Donc là, on est plutôt sur un horizon à moins d'une semaine. Moi, j'ai des stocks dans mon entrepôt qui dessert Paris et je fais des attributions de stock sur les magasins sur lesquels il y a des belles ventes. Et en fait, quand je vais changer l'allocation de mon stock pour pouvoir allouer vers un magasin qui commence à avoir des ruptures, ça, c'est une réaction que je peux faire dans mon système d'information pour envoyer des stocks au bon endroit. Autre chose que je peux faire, cette fois-ci, j'ai beaucoup de ruptures. Je commence à avoir quand même vraiment pas mal de ruptures. Et je sais qu'on a encore du stock en Asie. Alors, c'est pas très green, mais je vois, en fait, mon tableau de bord me dit que je vais perdre énormément d'argent si j'arrive pas à livrer, si j'arrive pas à avoir mes stocks en magasin parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ce que je peux faire, c'est un changement de mode de livraison. J'étais censé utiliser un bateau qui, dans 8 semaines, allait arriver en Europe. Et cette fois-ci, je vais utiliser un avion et en 2 jours, je vais avoir mes produits sur le sol français pour pouvoir les mettre dans le magasin. Donc, c'est un changement de type de livraison. Donc, mon outil me dit, en fait, tu gagnerais à envoyer en avion cette fois-ci, même si les coûts de transport sont à peu près 16 à 17 fois plus élevés qu'en bateau, parce que tu as beaucoup de manque à gagner. Et ensuite, sur les 2 derniers éléments, on peut aussi produire plus vite, mais dans ces cas-là, il faut relancer une production qui va pas forcément être sur le sol français ou sur le sol européen, donc il faut prendre le temps de la production plus prendre le temps du transport. Et il y a aussi un sujet avec les fournisseurs, parce que forcément, quand je fais un parfum, l'entreprise qui fait le parfum ne fait pas forcément le packaging du parfum, donc elle doit aussi se synchroniser avec l'entreprise qui fait le parfum, enfin le packaging du parfum. Et donc tous ces modes de fonctionnement peuvent être mis en place sur des horizons de temps très courts ou très longs, et ils ont tous des impacts plus ou moins élevés. Est-ce que tu peux décrire un petit peu les petites lettres qui sont en bas, là, LPS, FNOI, voilà. J'imagine que les équipes ici ils sont au courant, mais au cas où. Non, pas de souci. En fait, ce que j'ai voulu mettre à côté du petit engrenage, c'est le type de logiciel qui est capable de gérer ça. Donc, ce qui se passe en temps réel, ça va être de l'exécution. Donc, ça va être géré dans des logiciels comme des Order Management System ou des Warehouse Management System, abrégé en bas à gauche OMS ou WMS. Et ensuite, les autres éléments, ils se planifient plutôt dans des solutions d'APS. Du coup, c'est plutôt du planning. On est plus sur des éléments d'exécution qui se font au jour le jour, mais on est sur des éléments beaucoup plus long terme. Et donc, c'est un autre type de logiciel qui a des contraintes différentes et qui fait des calculs d'un autre type que l'OMS WMS. Ce que j'ai mis ensuite à côté, c'est qui prend la décision. Et j'ai une petite coquille dans mon slide d'ailleurs. L'OMS WMS, pour faire rebondir une commande, normalement, c'est automatisé avec des règles. Le changement d'allocation de stock, c'est souvent automatisé avec des règles et on peut aussi avoir une personne qui valide ces règles, le cas échéant, quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ensuite, ce que j'ai mis SNOI, c'est peut-être quelque chose que tu présenteras dans ton cours d'ailleurs, Raphaël. C'est un processus qui consiste à mettre plusieurs personnes autour de la table pour prendre des décisions plutôt court terme. Et donc là, c'est le cas des livraisons multimodales. On va prendre des gens de la finance, de la supply chain et peut-être du transport. Et on va dialoguer, est-ce que finalement c'est intéressant de faire un avion, de faire un aérien pour mes produits ou pas. Et ensuite, pour les 2 derniers éléments, c'est des processus qui sont proches du SNOI, mais avec plus de gens et avec plus de décideurs. C'est vrai, Jeanne, Pierre-Yves, il nous pose vraiment une belle option parce qu'ici, Pierre-Yves, effectivement, on travaille sur le produit et l'augmentation des ventes, mais Pierre-Yves nous propose le dynamic pricing pour comme un soupape, un modèle je dirais, de gestion de la demande. On augmente le prix avec la précarité, voilà, en avoir moins, on augmente le prix, voilà, un petit peu effet demand-supply. Mais c'est vrai qu'ici, on cherche à vendre davantage. Pas que les chiffres d'affaires, et aussi la partie dynamic pricing qui nous arrive à tous, un petit peu ce sentiment de frustration. C'est vrai qu'ici, on parle d'un parfum. Sur les avions, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est un petit peu plus simple, pardon, de faire du dynamic pricing parce que on sait très bien, on est déjà habitué que
Si tu passes plus de 30 minutes dans le site, les prix vont monter. Et s'il détecte ton IP et d'où tu viens, et c'est ton ordi, il y a la batterie faible ou pas, voilà, et c'est quelle marque d'ordinateur, voilà, tout ça, c'est pris en considération. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal des autres astuces de comment gérer la demande sans toucher la prod, sans toucher la supply chain, sans toucher les modes de distribution. C'est effectivement une belle idée. Vous avez bien joué là-dedans. Si on joue effectivement le hardcore supply chain, voilà, delivering from point A to point B, and then volume talks. So, back to you, John. Ouais, tout à fait. En fait, Pierre-Yves, il mentionne un très bon point. Notamment, en fait, le dynamic pricing, il est aujourd'hui dans les biens de consommation. Il n'est pas utilisé en temps réel, puisque c'est un peu frustrant, en fait, de se dire que j'ai économisé pour acheter un parfum à 100 euros, puis j'arrive, il coûte 120 euros. Je pense que ça crée de la frustration. Du coup, c'est pas encore un mode de fonctionnement que les distributeurs ont pris en compte. En revanche, sur les promotions, il y a énormément de machine learning et de travail pour en fait pricer de façon optimisée la promotion. Donc, le dynamic pricing, il est surtout valable sur les promotions aujourd'hui, de savoir en fait mon élasticité au prix. C'est-à-dire, peut-être que vous vous rappelez un moment, en 2014 ou en 2015, il y a eu une énorme promotion sur le Nutella. Il y a eu moins 70% sur le Nutella à Intermarché. Je ne sais pas si ça parle à des gens. Et en fait, là, on est dans un cas où la promotion était tellement grande que les gens ont acheté du Nutella pour le surstocker en masse. Et donc, il y a eu énormément de ruptures de Nutella chez Intermarché parce qu'ils ont fait une promotion trop grosse à laquelle ils ne s'étaient pas attendus. Aujourd'hui, quand on fait une promotion, on essaye de pricer exactement le point en fait sur la courbe entre la rentabilité de ta promotion et combien de personnes vont acheter pour essayer d'être à l'endroit parfait pour générer le maximum de profit tout en étant rentable au maximum et en créant du business et des gens qui viennent dans le magasin. Donc, très bonne remarque. Je te rappelle que, voilà, il nous rappelle que le pot de Nutella, c'est 6,50 € en temps normal. Oui, attention, Nutella, on rentre dans le terrain de Raffaele Mouchette. Attention à ça, ok? Voilà, partons sur le parfum Dior et après, voilà, on reviendra sur la Nutella. Il nous reste un petit peu moins de 15 minutes, Jeanne. Alors, ben, je sais que tu es en train d'atterrir la presse. Bien joué. Vas-y, je fais la dernière peut-être. Ou tu veux qu'on passe en mode talk? Je fais quand même la quatrième étape. Oui, tout à fait. Voilà, c'est l'amélioration, effectivement, le Kaizen, voilà, et comment on continue à améliorer tout le temps. Pour faire mieux demain, en fait, il y a plein de façons. Pour faire mieux tout de suite, en fait, on peut avoir des systèmes auto-apprenants qui comprennent, par exemple, que mon fournisseur de pots d'échappement, il me promettait de me livrer en 3 semaines. C'était le lead time qui était convenu avec lui. Mais finalement, je vois que les 10 dernières livraisons, il m'a plutôt livré entre 4 et 6 semaines. Donc, mon lead time, en fait, donc mon temps de livraison, il n'est pas de 3 semaines, il est plutôt de 5 semaines. Et mon système, en fait, statistiquement, il peut l'apprendre sur la base des dernières livraisons. Et donc, il peut s'auto-adapter. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la so-called self-healing supply chain. Je ne sais pas si tu as un chapitre sur ces éléments-là, Raphaël. Écoute, oui, effectivement, mais voilà, mais c'est nouveau quand même, attention, hein, parce que c'est un petit peu l'application aussi du machine learning à des situations de forecast ou des prédictions ou l'historique d'une consommation. Et oui, mais éclaire-nous, s'il te plaît, voilà, des applications là-dedans, par exemple. Ouais, l'automobile, typiquement, c'est une énorme application de self-healing supply chain où justement, on va apprendre en fait, l'automobile, il y a beaucoup de volume et on a souvent beaucoup de fournisseurs avec qui on peut faire des déclassements. Le pot d'échappement de chez Bosch, peut-être que tu peux le déclasser avec un pot d'échappement un peu moins bien, mais au moins tu es sûr de servir ton client et la voiture va pas rester dans le garage sur le pont à occuper un pont pendant 2 jours grâce à ce nouveau pot d'échappement. Donc en fait, tu as énormément de complexité de sourcing à très court terme et ces complexités de sourcing à très court terme, il faut réussir à la diminuer, cette complexité, et tu peux la diminuer justement avec une self-healing supply chain où tu apprends des stocks de tes fournisseurs et tu apprends de leur lead time pour te livrer. Ça, c'est un premier élément.
Ensuite, on peut avoir une partie un peu plus régulière et mettre en place en fait des processus réguliers ou des processus ad hoc de collaboration, soit interne dans l'entreprise, soit externe, par exemple avec des fournisseurs. Peut-être que Dior, ils voient qu'ils ont lancé leur promotion, que ça marche hyper bien. Peut-être qu'ils vont s'aligner avec leurs fournisseurs de packaging pour être sûr qu'ils vont avoir suffisamment de capacité pour pouvoir assumer la charge des prochaines semaines ou des prochains mois. Donc, ils peuvent s'asseoir, par exemple, toutes les semaines pendant 1 heure et discuter des attentes de vente pour pouvoir mieux collaborer et être sûr que les produits vont être délivrés en temps et en heure pour cette promotion qui est hyper centrale pour le business. Et puis, comment faire mieux demain? Déjà, vous avez suivi cette présentation, donc c'est déjà un premier pas. Et pour les décideurs qui nous regardent et qui nous écoutent, ils peuvent aussi faire un état, remettre à plat leur supply chain sur la base de ce qu'on a pu discuter déjà aujourd'hui et regarder un peu étape par étape la résilience ou la non-résilience de cette supply chain et potentiellement planifier une transformation digitale. Alors là, on est tout de suite dans les grands mots, mais quand on planifie à l'avance et qu'on veut faire évoluer son entreprise pour devenir un winner et devenir compétitif, non seulement il faut prendre en compte les outils, donc ce que tu as dit, le machine learning, l'optimisation, mais il faut aussi prendre en compte les gens qu'on a, les ressources qu'on a sur le terrain et aussi revoir les process. Peut-être qu'une collaboration peut être faite à travers un outil, peut-être qu'elle peut être faite seulement à l'oral, peut-être qu'on a des personnes qui ont beaucoup d'appétence pour faire de l'IA, peut-être qu'on en a d'autres qui en ont moins. Et en fait, il faut prendre en compte toutes ces variables quand on est un décideur et se dire, est-ce que j'ai besoin de transformer ma supply chain? Et si oui, par quel élément je commence? Quel est l'élément qui va me donner le plus de ROI, le plus de retour sur investissement? Et Jeanne, avant qu'on laisse un petit peu, parce qu'il nous reste l'équipe 9 minutes, mais Ouais. vous étiez très, très, très actifs. Hein, les questions sont venues au fur et à mesure. Mais je me pose la question, et je précipite aussi, je propose aussi prochainement un webinaire sur le Digital Twins. Et comment le Digital Twins, je regarde ton troisième point là, suivi de ces prestations. Bon, définitivement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec nous. Mais après, c'est un petit peu cette planification de l'ensemble des moyens de l'entreprise et comment on peut digitaliser tout ça. Et tu m'as fait réfléchir sur le Digital Twin. Comment je peux simuler toute la chaîne d'approvisionnement, simuler aussi des promotions, tout en étant, je dirais, digital, sans trop risquer. Est-ce que c'est quelque chose que, Jean, tu vois de plus en plus sur la place du marché, voilà, en général? Oui, énormément. En fait, la slide que je montrais tout à l'heure au niveau des scénarios, faire du scénario, c'est une autre façon de dire on fait du digital twin. Donc le digital twin, c'est un terme qui en fait consiste à dire voilà, je resimule ma supply chain avec des impacts différents et avec des scénarios différents. Par exemple, je resimule ma supply chain dans le cas où ma promotion, je m'attends à ce qu'elle marche très très bien. Et donc j'ai un deuxième scénario, j'ai ce scénario où ma vie de tous les jours et j'ai ce scénario où j'ai ma promotion qui marche très bien. Et ensuite, je peux comparer. En fait, toute l'idée, c'est de comprendre les deltas qu'on a entre les deux événements. Peut-être que le delta, il est relativement infime et qu'il ne va pas avoir beaucoup d'impact, mais peut-être que je vais avoir un gros delta avec des problèmes de production ou des problèmes de transport parce que ma promotion marche bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très à la mode, mais à raison, parce que ça permet d'avoir justement une visualisation de bout en bout et d'apporter de la valeur aux décideurs. Et surtout, tu l'as dit plusieurs fois, la complexité de nos supply chain mérite quand même un fort analyse, sinon on se trompe pour quelques centimes, c'est des gros chiffres à la fin. Par exemple, je parle de produits comme celle qu'on est en train de discuter là ce soir, par exemple le parfum, pour ne pas le citer encore. Voilà, des petites déviations dans les coûts. Je me suis trompé sur la charge de travail sur les usines ou une matière première qui n'a pas assez de capacité, un fournisseur qui n'a pas assez de capacité, etc., etc. Alors, il y a pas mal des effets. On ne peut pas tout prévoir. Et je pense que là, cette solution-là qui se met en place de manière très forte là aujourd'hui, je vois tout le monde se lance là-dedans. Je me rappelle un consultant très fameux en 2015, il parlait de Digital Twins. Je voyais ça très loin. Mais là, on est en 2024 et je pense qu'elle commence à devenir plus, oui, des scénarios planning, un petit peu comme ça, mais effectivement des modélisations pour ne pas se tromper quand même, hein, parce qu'après, on rate un petit peu
le bus et les dégâts financiers sont extraordinairement importants. Attention, ça peut être dégâts financiers parce qu'on a dépensé l'argent pour rien, ou tout simplement qu'on n'a pas su prévoir assez pour vendre davantage quand même. Hein. Alors, il y a dans tous les cas, voilà, on perd la chemise. Voilà. Ça peut aussi être les dégâts financiers puisqu'on a acheté une solution et on n'arrive pas à la mettre en place. Ça aussi, voilà, par exemple, voilà, et on reste dans les stocks, voilà, et on connaît pas mal. Tiens, c'est vrai que ce soir, l'équipe, on a parlé de produits de consommation massive. Pour votre information, alors un gros merci, Jeanne, tout d'abord à toi pour un bel exposé. On a voulu faire quelque chose de très substantiel. C'est vrai que voilà, on ne va pas y aller trop loin dans un webinaire de 45 minutes. Vous allez les coordonner. Tu peux remettre un petit peu ta page, s'il te plaît, Jeanne, de manière que les gens puissent flasher un petit peu ton QR. Mais je pense que ça reste du réseau, ça reste de la partage de la connaissance. Ça, je ne m'en prive pas. Et je remercie à tous mes invités, à toi, Jeanne, pour avoir venu pour un petit moment et partager un petit peu quelques pièces d'argent, un savoir-faire que probablement il y a des gens dans cette forum qui ont besoin, ou probablement il y a des gens qui ont déjà une belle expérience dans le sujet. Les prochains webinaires, sachez que c'est une fois par mois. Prochain, ce sera effectivement, tenez-vous bien, comment je fais jouer des concurrents et travailler entre des concurrents pour leverager des aspects plutôt logistiques en étant des concurrents. Comment on fait travailler, comment on travaille avec notre concurrent dans un marché logistique et leverager et gagner ensemble. Ça, c'est la prochaine. Et après, effectivement, vers le mois de novembre, on sera sur le Digital Twin avec une simulation live. Et là, je t'invite, Jeanne. Bon, tu seras de toute manière, tu vas connaître un petit peu notre confrère. C'est aussi un intervenant chez nous, mais qui plonge dans la supply chain et il plonge dans le Digital Twin depuis des années. Il a développé sa propre solution qu'il va nous montrer pendant une petite heure de formation. Génial. Alors voilà, je vois là, est-ce que la IA va vraiment bouleverser et aider la supply chain dans un environnement imprévisible, justement? Lucas. Alors, Jean, ton point, your two cents. Oui, mais ça a déjà commencé depuis longtemps. Après, l'IA, c'est un terme qui reste très vague. Tu vas avoir du machine learning, du LLM, etc. Mais c'est vrai que depuis 2020 et en fait depuis le Covid, qui a en fait boosté un petit peu ces avancées technologiques, on a vraiment une utilisation de l'IA qui est plus du tout pour dire je fais de l'IA, mais qui a une vraie valeur ajoutée. Par exemple, autrefois, on faisait de la planification de la demande avec des modèles de séries temporelles statistiques. Aujourd'hui, on voit que les modèles à base d'IA, donc ça peut être des régressions bayésiennes, du neural network, du random forest aussi, on voit en fait qu'on gagne des gains de 10 à 15% en fait en forecast accuracy, qui sont des gains énormes. En fait, la machine aujourd'hui prévoit mieux que l'être humain dans certaines situations et bientôt dans de plus en plus de situations. Donc oui, ça va vraiment bouleverser la supply chain. Non, et c'est dingue parce que ton exemple, c'était pile poil dans notre métier, notre corps métier. Mais Lucas, je te donne un autre exemple là, et ça c'est flagrant, c'est plutôt domaine achat. Bon, rappelle-toi que la supply chain, c'est aussi les achats. Et là, c'est Siemens et Walmart qui se lancent sur des chatbots qui négocient des contrats. Alors, quel contrat? C'est probablement les contrats les moins impactants, mais quand tu gères 250 000 fournisseurs, oui, tu as besoin de ces forces de frappe pour bien négocier. Et le résultat, c'est extraordinairement positif. On ne va pas piquer les jobs des acheteurs, parce que probablement on n'aura pas assez des acheteurs pour négocier des contrats de petits montants. Mais là, par contre, les deux mammouths que je viens de citer, Walmart surtout, utilisent la GenAI pour chatbots pour effectivement négocier des contrats d'achat. Alors voilà, Taylor, voilà, c'est super, bon travail, Jeanne. J'ai beaucoup appris, merci. Beaucoup à toi, Jeanne, encore une fois. Merci à vous tous. On arrive à la fin, 59 pile poil. Merci à vous tous pour être là. Je vous invite alors au prochain, qui sera dans un petit mois, sur comment on peut collaborer entre concurrents. C'est dingue, mais oui, ça arrive. Et il y a cette société qui a créé un modèle de business qui fait gagner à tout le monde.
sur le domaine de la logistique. Alors, un gros merci à tous les intervenants, à tous les gens qui sont participés, à toi surtout, Jeanne. Et on se verra bientôt ici dans notre école à Nanterre. Très bien. Merci beaucoup et très bonne soirée à vous tous, hein, l'équipe. Bonne journée, au revoir. Ciao, merci.